on est effectivement à la veille de cette réforme. Il y a un texte aujourd'hui qui fait l'objet de ce qu'on appelle un trilogue. C'est-à-dire c'est un document qui est maintenant amendé. Donc il ne s'agit plus que d'amender un texte, qui est d'ailleurs très mauvais, entre le Conseil des ministres des 27 ministres d'Agriculture, le Parlement européen et la Commission européenne. Et c'est entre les trois que ça se négocie. Alors, dans les batailles perdues, il y a qu'effectivement, ce qu'on appelle les subventions de la PAC ne vont pas avoir un vrai caractère incitatif à faire une agriculture inspirée d'agroécologie. C'est-à-dire l'idée que les fonds de la politique agricole commune pourraient servir à encourager à la reconversion et au maintien du bio et à des rémunérations environnementales inspirées de l'agroécologie, fabriquer de l'humus, mettre des haies, protéger les coccinelles, sauver les abeilles, etc., ça ne fait pas partie des rémunérations des agriculteurs, ça ne fait pas partie de la politique agricole commune. Là, on vient de rater une bataille et vraiment, on a vraiment beaucoup perdu. Alors, dans le document, peut-on, d'ici les semaines avant qu'il soit adopté, mener une bataille d'amendements? La réponse est quand même oui. Moi, pas plus tard que demain, je vais rencontrer Stéphane Le Foll, c'est là-dessus qu'on va parler. Mais demain, on ne parlera que de la bataille d'amendements. Alors, globalement, on en est où? Les agriculteurs ont le droit à des primes à l'hectare. Ça, c'est pas vraiment différent d'avant. Les plus gros auront plus de primes que les petits. Le progrès, vous diront certains, c'est que oui, les maraîchers qui n'avaient pas le droit à la prime à l'hectare autrefois, ils auront le droit. C'est-à-dire que sur leurs 2 hectares, ils auront 150 fois moins de subventions que le céréalier avec 300. Mais ils auront quand même leur petite prime à l'hectare sur 2 hectares. C'est franchement pas une redistribution géniale et plus juste des aides qui, vous savez, sont à peu près 80% des aides vont à 20% des agriculteurs. Et 20% des aides, après, se répartissent pour les 80% suivants. C'est un ordre de grandeur. Donc là, on a perdu, c'est les primes à l'hectare, certes indépendants de ce qu'ils produisaient avant, indépendants de ce qu'ils produisent aujourd'hui, et soumises à quelques règles d'éco-conditionnalité hyper tatillonnes, définies de façon uniforme depuis Bruxelles pour tous les terroirs de 27 pays. À quoi s'ajoute éventuelle surprime pour des gens qui opéreraient le verdissement. Alors pareil, on s'était battu pour qu'il y ait des vraies rémunérations de services environnementaux camouflés derrière le mot verdissement. Il y en a une qui est à peu près maintenue, je crois, qui est positive, c'est quand même de rémunérer des gens qui conservent des prairies permanentes, notamment dans les zones difficiles, montagnes, etc. Pour multiples raisons, c'est une excellente idée et en principe ça devrait être rémunéré. Il y aura une surprime pour les gens qui font ça. Il y aura une surprime pour des gens qui font des surfaces d'intérêt écologique. Les surfaces d'intérêt écologique, ça pourrait être les fameuses haies dont on parlait, les fameuses bandes enherbées dans les bassins de captage des eaux, et ce genre de choses. Sauf que, pour qu'il n'y ait pas de distorsion entre les 27 pays, de nouveau on se retrouve avec des surfaces d'intérêt écologique qui sont mesurées de façon technocratique et tatillonne, pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence. On va dire quelque chose qui est uniforme, de nouveau, pour tous les terroirs de 27 pays. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, et ce sera contrôlé par GPS, satellite, etc. C'est ce qui déplaît le plus aux agriculteurs. Là, si on veut avoir les agriculteurs contre soi, alors qu'on pourrait les avoir avec soi et pour une transition écologique, ce serait génial. Mais là, on est en train de donner le dégoût définitif de choses intéressantes d'un point de vue écologique. Et le troisième combat était à un moment, avec le commissaire, on pensait que c'était possible, de dire qu'il y aura une surprime pour des gens qui mettent au moins 4 cultures en rotation, dont parmi les 4 cultures, une légumineuse, les fameuses plantes qui fixent l'azote de l'air, qui nous fournissent des protéines, qui nous rendent moins dépendants du soja importé et moins dépendants de l'importation de gaz naturel russe et norvégien pour fabriquer les engrais. Je trouve que c'était pas mal, et de plus, c'est ça qui va sauver les abeilles, parce qu'elles auront plus de diversité dans la rotation. Les assolements, là, il y avait une idée juste. Aujourd'hui, on en est réduit à 3 cultures dans l'assolement, ce qui n'est pas la rotation. Quand vous avez une rotation, vous êtes obligé de tourner. Il y a une année à un endroit, il y a une culture, elle ne reviendra que 4 ans après. Ça veut dire que globalement, dans la ferme, il y a bien 4 espaces à part égale avec les 4 cultures. Et bien là, maintenant, on dit 3 cultures dans l'assolement, c'est-à-dire que dans la surface, on ne pourra mettre que 3 cultures, dont l'une pourra occuper 80% de la surface. La bataille d'amendement, c'est de savoir si ce sera 75 ou 80%. Alors, il a vous dire que c'est quasiment de la monoculture sur 80% de la ferme. Et donner une surprime pour des choses aussi idiotes, franchement, c'est lamentable. Donc, on a vraiment perdu une bataille, même si on peut encore se mettre sur quelques petites batailles d'amendement encore à la marche, quoi. Et du coup, le grand rendez-vous, sauf mouvement social important d'ici là, c'est 2020.
2020, il faudra vraiment que cette fois, les aides dites de la PAC soient la rémunération de produits de haute valeur ajoutée, bio, terroir et autres, et la rémunération environnementale, de services environnementaux adaptés à chacun des terroirs des 27 pays. C'est-à-dire qui transitera par les régions et qui sera préalablement négocié compte tenu des potentialités productives des pays. On a 6 ans pour essayer de gagner là-dessus en 2020. C'est un peu tristouné de raconter ça comme ça. J'ai quand même une question. Ça fait plusieurs années que les Allemands ont régionalisé leurs aides. C'est-à-dire que les régions allemandes ont distribué les aides, et d'ailleurs en n'excluant pas les maraîchers et les producteurs de fruits, etc. Est-ce que les conseils régionaux, chez nous, sont très demandeurs de cela? Parce que l'agriculture, c'est une science de localité. On ne peut pas définir des normes avec des conditions pédoclimatiques aussi différentes, des tailles d'exploitation aussi différentes. Il faut se rapprocher le plus possible des régions et des agriculteurs. Et là, les gens peuvent comprendre plus facilement les normes qu'ils peuvent participer. Ils peuvent d'ailleurs participer à les définir. Pourquoi l'Allemagne a avancé et pourquoi la France ne pourrait-elle pas? Alors je crois qu'il faut nuancer entre quand même les subventions du premier pilier et du deuxième pilier. Dans le premier pilier, c'est quand même moins régionalisé que les subventions dites du deuxième pilier, qui sont des mesures agro-environnementales, souvent plus intelligentes, où soit l'État national, soit les régions mettent des billes, et c'est ça qui est décisif effectivement en Allemagne. Les Länder allemands, la constitution allemande est un État fédéré. Nous, on est un État jacobin. Donc on a moins de subsidiarité donnée aux conseils régionaux pour mettre en œuvre les modalités de la PAC. Ça, c'est clair. Certains même, moi, me disent, mais c'est aussi des gens qui veulent dissuader d'avancer, qu'il faudrait changer la constitution en France pour faire distribuer les politiques agricoles à travers les conseils régionaux. C'est un peu faux, parce que pour les mesures environnementales, ils ont déjà le droit. Donc, il y a un peu quelques mensonges. Mais non, il y a le côté jacobin. Ce qui est dramatique, la proposition, par exemple, que les subventions de la PAC pourraient servir à la restauration hors domicile en produits bio. Et que dans les cantines d'entreprise, les couches modestes auraient le droit à des bons produits de terroir et bio, sans avoir à débourser plus, parce que c'est les subventions de la PAC qui permettraient de payer les producteurs locaux, de produire et de ravitailler la restauration collective, moyennant un cahier des charges préalablement négocié. Vous voyez, donc c'est tout un processus, c'est un peu comme les AMAP, mais de plus grande taille, avec les actions de parents d'élèves, rencontrent les agriculteurs, on définit un cahier des charges pour les 6 années, là 2014-2020, et très progressivement, les agriculteurs se convertissent à faire ces produits de terroir bio pour la restauration collective, parce qu'ils ont l'assurance d'un marché rémunérateur stable. Et les couches modestes auraient le droit, au moins hors domicile, à cette alimentation de meilleure qualité, sans avoir à débourser plus. Cette idée-là, elle n'a pas été reprise par l'Europe, elle a été reprise par des conseils régionaux, généraux et municipaux. Le problème, c'est qu'ils sont limités par les impôts locaux. C'est que c'est quand même un accroissement des impôts locaux qui font que certaines régions ont été plus en avant pour une restauration collective de qualité. Alors qu'il y avait les 9 milliards d'euros qui auraient pu servir à ça. Et sur les 9 milliards d'euros, si vous pensez tous les repas de la restauration collective, école primaire, collège, lycée, EHPAD et cantine d'entreprise, c'est 1,6 milliard d'euros. Alors, en 6 ans, évidemment, il n'y aurait pas eu d'autres conversions, mais ça vous donne quand même un ordre de grandeur. Et le reste, des rémunérations environnementales. Vous nous fabriquez le muscle, on vous paye. Vous nous mettez des haies avec des coccinelles et il y a moins de pucerons, il y a moins de pesticides, on vous paye. Mais ça, c'est évidemment en fonction des terroirs. Bon, on a perdu la bataille. On va remener cette bataille. Alors attention, moi je me considère jamais battu. J'aime pas beaucoup perdre des batailles, mais c'est vrai que je vous dis, au moins pour 2020, qu'on soit prêt cette fois pour le grand changement. Mais vous savez, il peut arriver des choses. Des bilans de santé de la PAC obligatoires à mi-parcours, il ne faut pas l'exclure. N'importe quel mouvement social peut nous amener, je ne sais pas si ce sera les algues vertes, si ce sera alors après le cheval dans le bœuf, je ne sais pas ce qu'il nous faudra inventer, mais un jour, il y aura bien des gens qui vont dire on arrête ce cirque. On arrête ce cirque. Alors est-ce que ce sera un mouvement urbain, rural, etc. Donc il faut quand même être prêt pour les jours où il peut y avoir de vraies avancées. Alors je rejoins sur un truc que Valentin a dit tout à l'heure. Nous, ce qu'on propose d'agroécologie, et qui éventuellement a tendance à rendre les gens un peu pessimistes, c'est que c'est une vraie révolution technique. Elle est d'une extrême complexité, et c'est la totalité des systèmes qui est à revoir. En même temps, Valentin disait, ça ne peut être que progressif. C'est pas un grand soir. Mais il peut y avoir des périodes d'accélération.
Et ces périodes d'accélération, c'est quand justement des politiques enfin se décident à changer parce que la pression de la base est trop forte. Les consommateurs, on aura le bol. Les environnementalistes, on aura le bol. Il faut sauver les abeilles. On veut plus d'algues vertes. On veut de la bonne nourriture. On apprend qu'il y a du cheval dans le bœuf. On apprend que les pesticides, c'est nos enfants qui vont avoir une maladie d'Alzheimer en moins. On veut plus. On arrête. On arrête le jeu. Et il y a même des agriculteurs qui entendent que dans leur village, tiens, lui aussi, un cancer de la prostate. Ah, l'autre, Alzheimer. C'était tabou jusqu'il y a encore 2-3 ans. Mais maintenant, dans les campagnes, on commence à en parler secrètement d'abord. Ça circule comme ça. Ben, un jour, ils diront non, on n'en veut plus de ces produits. La révolution culturelle, en Picardie, excuse-moi, des gens, zéro labour, donc des gens qui sont dans une pratique d'agriculture, on va dire un peu plus que raisonnée, la conservation des sols, la fameuse agriculture de conservation dont parlait Valentin tout à l'heure. Alors, la solution, la question évidemment qu'il me pose, c'est, comme il n'y a pas beaucoup d'hiver, il n'y a pas forcément du gel, ils mettent des cultures pièges à nitrate, ils essaient de lutter contre les mauvaises herbes, ils font des trucs, mais le ver de terre, il ameublit le sol, il enfouit la matière organique, mais n'enfouit pas les mauvaises herbes. Résultat, ils mettent du glyphosate, le fameux herbicide total, Roundup, quand c'est la marque Monsanto. Alors, inutile de vous dire que j'ai appris à ne pas dire « Oulala, malheureux !» Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Je connais les effets délétères de l'empas, etc. Mais moi, je ne parle plus comme ça. Je dis, oulala, malheureux, si vous saviez ce qui va vous arriver. Comment ça, monsieur Dufumier? Je dis, vous savez, ça va être vache. Hein. Ils vont vous interdire un jour le glyphosate. Et vous allez voir, brutalement. Ah bon? Oui, parce que trop tardivement. Ah bon? Comme autrefois avec l'atrazine. Rappelez-vous l'atrazine. Ils vous l'ont interdit brutalement, parce que trop tardivement. Et là, vous commencez à introduire l'idée que les empêcheurs de tourner en rond, c'est pas l'écolo du coin qui leur dit d'arrêter avec le glyphosate, c'est les gens au contraire qui leur disent de mener la politique d'autruche, qui dans les conflits d'intérêts, dans les commissions d'autorisation de mise sur le marché, laissent entendre que le glyphosate c'était biodégradable, c'était sans effet délétère, on oubliait l'adjuvant, on oubliait les effets délétères du métabolite, et puis on ne le lisait pas à l'opinion publique, et alors là, maintenant, je peux vous assurer qu'il y a des agriculteurs industriels qui voient que dans les villages, il y a quand même des effets liés aux molécules ancides et qui commencent quand même à se demander s'il est plus truand à leur égard, si ce n'est pas effectivement les gens qui laissent entendre que le glyphosate n'a aucun effet délétère. Comme le bisphénol A, comme le Midator, comme ce genre de choses, ils voient bien qu'il y a des commissions de mise sur le marché dans lesquelles il y a des intérêts, des conflits d'intérêts, et c'est seulement comme ça qu'ils commencent à se dire mais peut-être qu'au fond les écolos, ils ne sont pas marrants, c'est quand même peut-être eux qui, pour notre santé, sont les plus respectueux. Mais c'est vrai que sur le plan des mentalités, c'est quand même très dur. Moi, j'ai pas très envie de parler comme un missionnaire quand je suis avec des agriculteurs. Hein, c'est-à-dire de leur changer les mentalités. Mais il y a quand même des prises de conscience que finalement, au moins pour ce qui est de la santé, c'est quand même les écolos qui sont peut-être les meilleurs alliés et que c'est l'agriculture industrielle qui est leur pire ennemi. Alors, ils n'ont pas, pour autant, envie de faire ce virage à 90 degrés qui leur paraît trop risqué. Mais je vais dans le sens de ce que tu dis, Marc, et c'est effectivement un point qui fait changer les mentalités que vous évoquiez tout à l'heure. Récemment, depuis le début de l'année, j'ai deux jeunes collègues auxquels j'étais à l'école dans mon petit village du Santerre qui sont décédés, donc à 60 et 62 ans, agriculteurs. Ce qui s'est dit à l'enterrement, ils ont manié les pesticides sans assez se protéger. Ça, c'est une des régions de France qui utilise le plus de pesticides. Les pulvérisateurs, vous voyez partout. Et si c'est des agriculteurs eux-mêmes qui sont en train de commencer à se le dire, ça va tourner au niveau de la tête, quoi. Et donc l'agroécologie, déjà pour la santé, ils seront incités à modifier leurs pratiques. Mais après, il faut modifier aussi ceux qui leur vendent des produits phyto. Et c'est souvent ceux-là qui sont leurs pires ennemis. Dans beaucoup de cas, ils sont encore payés au volume de leur vente. En sachant que les marges sur les engrais sont faibles, mais les marges sur les pesticides sont de l'ordre de 20%, que ce soit des coopératives ou des organismes économiques classiques privés. Et donc ces vendeurs-là sont souvent très peu formés, et ils incitent les agriculteurs à utiliser le plus de pesticides possible parce que ça leur revient comme salaire, et ils ne connaissent pas la toxicité de ce qu'ils mettent en œuvre. Donc là, il y a un super sujet
que Barnier, comme ministre de l'Agriculture, avait perçu, je crois, en mettant en place le programme Ecofito 2018 qui visait à réduire de 2008 à 2018 de moitié l'utilisation des pesticides. Mais il y a des résistances terribles pour la mise en œuvre, parce que c'est la survie des coopératives, des organismes économiques qui peut être réduite. Et puis il y a la pression derrière de tous ces firmes qui vendent des produits phyto et qui ne veulent pas diminuer. Et souvent, ceux les plus dangereux, c'est les vieilles molécules banalisées. Par exemple, chez nous, une grande partie des producteurs qui font des céréales utilisent de l'isoproturon. Tous les trucs en uron, c'est supposé cancérigène comme l'atrazine. Donc là, on sait qu'on va dans le mur. C'est la 5e molécule qu'on trouve dans l'eau des Pays de Loire. Et donc là, il faudrait la taxer, mais doubler le prix de cette molécule, parce qu'elle permet de désherber pour 10 € à l'hectare. Au moins la doubler. Ouais, il y a des mesures à prendre. Et je reviens au niveau de la PAC, parce que ce qu'a dit Marc, moi, je n'ai pas suivi ça ces derniers mois, mais ça m'impacte très, très violemment. Les Américains, qui ont dit plus libéraux, mais ils ont depuis plusieurs années mis en place un système qui rend leurs primes inversement proportionnelles au prix des produits sur les marchés mondiaux. Ils appellent ça, un terme un peu compliqué, les paiements contracycliques. Et chez nous, on n'a pas eu l'intelligence de mettre ça en place, ce qui fait que depuis 2007, à part une année, le prix des céréales a doublé en France et en Europe. Et néanmoins, les agriculteurs qui font des grandes cultures, céréales, tournesol, colza, ont touché les primes en plus des prix élevés. Alors que d'autres agriculteurs ont certes touché des primes, par exemple les producteurs de viande, mais ont généralement eu des prix trop faibles et ils n'arrivent pas à vivre. Donc on a des inégalités très fortes entre les agriculteurs. Une troisième catégorie, c'est ceux qui ne touchent pas de primes, et on ne serait pas capable, à travers la PAC, de rectifier ça.